avant de laisser la place à Guy, voilà, je voudrais vous dire les quelques dernières phrases de la préface à mon ouvrage sur les Juifs d'Odessa, qui sont écrites par le professeur Anne Greenberg, qui me dit « L'élan vital, exceptionnel, brisé par les guerres et les pogroms, les famines, les purges staliniennes, la Shoah, et qui peut-être perdure encore dans les mémoires, les œuvres artistiques, les affirmations identitaires, fussent-elles en grande partie rêvées. Au fil des pages, nous apprenons beaucoup, nous rêvons aussi, nous projetons d'aller à Odessa, ou d'y retourner. » Voilà, nous allons donc partir en voyage pour Odessa avec Valentin Kataïev, qui est donc loin d'être le seul homme de lettres originaire des lieux, qui a saisi la plume pour mettre au mot la rêverie odessite. J'ai d'ailleurs emprunté la phrase inaugurale du roman Les catacombes d'Odessa pour le titre de ma thèse, qui s'appelle Un vieux rêve intime. Les catacombes d'Odessa est le récit de la résistance, de la libération de la ville et de l'héroïsme soviétique à travers les yeux d'un enfant. En tout cas, merci beaucoup d'être venus tous aussi nombreux, amis, parents, relations, et tous les autres, bien sûr. Voilà, je vous prie par avance de m'excuser pour certaines prononciations de mots en yiddish ou en russe que je ne maîtrise pas du tout. Voilà. Ceci étant, on va commencer donc par Valentin Kataïev. C'était un vieux rêve intime de Petya, faire un voyage à deux. Oui, justement, à deux, sans maman, sans les filles, lui et papa, personne d'autre. C'est ça qui serait merveilleux. Par une belle journée d'été, deux hommes courageux et indépendants, le père et le fils, boucleront leur rucksac, prendront à la main leur bâton et se mettront à courir le monde. Ils n'emporteront en chemin que le strict nécessaire. La marmite qu'il faut faire cuire sur un feu de bois, un maigre repas, un petit sac de gruau de sarrasin, un peu de sel, du sucre, une bouilloire, une boîte d'allumettes, une bobine de fil, une aiguille, peut-être 2 tablettes de chocolat, ou au mieux 3 ou 4, pas parce que le chocolat c'est de la friandise, bien sûr, mais parce qu'il a une haute valeur en calories. Et voilà tout. 2 voyageurs endurcis, accoutumés à une vie rude, en plein air, toutes de périls et de privations, ont-ils besoin de plus? Ni oreiller, ni couverture. La nuit on dort sous l'imperméable de papa, avec le rucksac sous la tête. Le voyage qui n'existait qu'en imagination s'était totalement emparé de l'âme de l'enfant. Comme tous les rêves obstinés qui durent des années et des années, il était devenu pour lui une seconde vie. Dans cette seconde vie, il n'existait que 2 hommes, Petya et son père. Ils y marchaient sans cesse, à pied, sac au dos, le père grand, puissant et fort, le fils petit, tous 2 des hommes fiers, solitaires, entourés par la merveilleuse nature. Là-bas, il y avait la mer. Et il y avait la steppe que Petya n'avait jamais vue en réalité, mais dont il avait bien souvent rêvé. La mer, dans ses rêves, était un lac très bleu, pas très grand, de forme très singulière, au bord sinueux et d'un bleu clair, avec, imprimés en arc de cercle sur sa surface cirée, les mots « mer noire ». La steppe dans ses rêves était un désert jaune, recouvert de rares touffes d'une herbe dure et de rochers stratifiés. Et ils avançaient sans peur, alertes, le petit garçon et son papa de haute taille, sur cette mer noire bien bleue et sur ces rochers jaunes, à l'abri desquels, tapis, se reposaient des lions. Et à tout cela venait magiquement s'adjoindre le mot Odessa. Ah, c'était il y avait très longtemps, en des temps immémoriaux à ce qu'il semblait à Petya, que papa était venu d'Odessa à Moscou. Il était un vieux moscovite, mais dans son âme vivait toujours le rêve d'un séjour dans sa patrie. La plupart du temps, ce rêve somnolait. Cependant, parfois, il se réveillait soudain et flambait avec une force extraordinaire. D'habitude, cela se produisait quand à la maison, pour quelques jours, et toujours de façon inattendue, surgissait Kolesnitchouk, un ami d'enfance de papa. On va continuer le voyage avec Alexandre Pouchkine qui était dans la ville dès les premières heures, c'est-à-dire entre 1823 et 1824. Odessa a été créée en 1794 par l'impératrice Catherine II. C'est donc une ville nouvelle. Et Alexandre Pouchkine, qui est donc le poète et dramaturge russe bien connu, écrit son roman en vers Eugène Onegin à partir de 1821. Alors qu'il est condamné à l'exil, à l'exil à Odessa, par le tsar Alexandre Ier,
entre 1823 et 1824 pour avoir composé quelques poèmes séditieux. Il fait entrer Odessa dans le mythe littéraire. J'étais à Odessa la belle, le ciel là-bas est longtemps clair. Le commerce hisse ses voiles, il est actif et opulent. Là-bas, tout a un air d'Europe. On sent qu'on est dans le midi. On voit briller 1000 couleurs, on entend sonner dans les rues la belle langue d'Italie. On voit passer des Slaves fiers, des Français, des Grecs, des Moldaves, des Arméniens, des Espagnols, et Morali, vieille égyptien, corsaire aujourd'hui retiré. L'ami Tomansky a chanté Odessa en vers magnifiques, mais il ne semble avoir vu qu'à travers certains préjugés. En poète sérieux qu'il est, il n'a dirigé sa lorgnette que sur les vagues de la mer. Après quoi, sa plume magique a dit les jardins d'Odessa. Tout cela est parfait. Il reste que le désert règne partout. Et il y a peu, on a tenté d'obliger 3 arbres chétifs à donner de l'ombre en été. Mais où s'est arrêté ce récit, dont le fil n'est pas bien serré? J'ai dit à Odessa la belle. Pourquoi pas Odessa la sale? Ce ne serait pas un mensonge. Pendant 6 semaines par an, par le vouloir de Zeus, la ville devient un marécage immonde. La boue monte au premier étage. On doit recourir aux échasses si l'on veut traverser la rue. Les voitures sont embourbées, les fiacres troquent leurs chevaux pour des bœufs aux cornes baissées. Mais le marteau s'est mis à l'œuvre, et bientôt la ville sauvée s'ornera d'un pavé sonore, comme d'une forte cuirasse. Reste un autre défaut de taille. Dans cette ville si mouillée, allez imaginer, c'est l'eau qui manque. Il faudrait des travaux, mais en fait, le mal n'est pas grand. Étant donné que les tonneaux de vin n'acquittent aucun droit, et puis le soleil et la mer, que voulez-vous de plus, amis? Ces pays sont bénis du ciel. Dès que le canon des navires a tonné au début du jour, je descends, que la pente est raide, sur le rivage de la mer. Puis, ranimé par l'eau salée, devant une pipe fumante, comme un musulman dans son ciel, je bois un café bien épais. Déjà, l'accueillant casino est ouvert. On entend les tasses. Le marqueur encore endormi sort sur le balcon. Sa main droite tient un balai, et 2 marchands ont fait affaire sur le seuil. Voici que la place s'anime. Les gens courent de tous côtés, les uns sans but, mais la plupart avec l'âpre souci du gain. Le marchand descend sur le port pour regarder les pavillons. Le ciel lui a-t-il envoyé quelques navires qu'il connaît? La quarantaine abrite-t-elle de ces tonneaux qu'il attendait? Des marchandises surprenantes? Est-il question d'une famine, d'une guerre, d'un incendie? Toute nouvelle est bonne à prendre. Mais nous qui vivons sans souci au milieu des marchands inquiets, nous n'attendons rien que les huîtres qui viennent de Constantinople. Oui, les huîtres sont là, merveille. Tous les jeunes goinfres accourent pour avaler dans les coquilles vivantes les grasses recluses avec un soupçon de citron. On crie, on dispute le vin s'en décave, le bravoton le fait apporter sur les tables, le temps s'écoule, l'addition prend des proportions menaçantes. Mais voici que descend le soir. Allons, l'opéra nous attend, avec l'enivrant Rossini, l'Orphée, le chéri de l'Europe. Et il laisse crier les critiques, et toujours semblable à lui-même, c'est-à-dire toujours nouveau, il fait danser les sons qui brûlent comme des baisers amoureux. Au plus fort de la volupté qui déborde, qui se répand comme la mousse d'un champagne. Avec le vin, est-il permis de comparer Sido, Rémy? En voit-on là-bas des merveilles? Pensez aux lorgnons indiscrets, au rendez-vous dans les coulisses, à la soprano, au ballet, à la loge où de tous ces feux brille la jeune négociante, orgueilleuse de sa beauté au milieu de ses soupirants. Elle écoute sans écouter, la cavatine et les ragots, les compliments et les bonbons. Elle a un mari dans un coin. Il dort, s'éveille, il crie bravo, et se remet à ronfler. Mais voici le dernier accord. La salle est vide, en un clin d'œil. Le public envahit la place, à la clarté des réverbères et des étoiles. Chacun chante, s'il est italien un motif, qu'il a retenu par hasard. S'il est russe, un récitatif. Il est tard, Odessa s'endort. La nuit est chaude. Plus personne. La lune apparaît. Un brouillard couvre de son léger rideau le ciel. Tous les bruits se sont tus. On entend chanter la mer Noire. Je vivais donc à Odessa. Quelques années plus tard, Isaac Babel est un des premiers auteurs juifs d'expression russe. Isaac Babel est la figure tutélaire du monde odessite, d'une ville comme de son esprit. Il est né dans le quartier juif de la Moldavanka. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier
non aristocratique de la ville. Il est le fils d'Emmanuel et de Feiga Bobel. Isaac Babel apporte un témoignage très vivant et très coloré sur la vie communautaire de ce quartier et les représentations picaresques de ces bandits juifs et de leur chef, Beniakrik. Mais j'ai choisi l'éveil, une nouvelle donc des contes d'Odessa d'Isaac Babel qui parle plutôt de l'engouement de la ville pour la musique. Parce que si Odessa est fanatique de littérature, elle est aussi de musique. Éveil. Tous les gens de notre cercle, courtiers, boutiquiers, employés dans les banques et les bureaux de navigation, faisaient apprendre la musique à leurs enfants. Nos pères, ne voyant pas d'issue à leur situation misérable, avaient imaginé une loterie. Ils l'avaient organisée sur les eaux des petits-enfants. Cette folie s'empara d'Odessa plus que des autres villes. Il est vrai, en quelques dizaines d'années, Odessa avait envoyé des enfants prodiges sur la scène des salles de concert du monde entier. C'est d'Odessa que sont sortis Misha Elman, Zimbalist, Gavrilovitch, et c'est chez nous que Yasha Efetz a fait ses débuts. Lorsqu'un garçonnet avait 4 ou 5 ans, sa mère emmenait le chétif petit être chez M. Zagorski. Zagorski dirigeait une fabrique d'enfants prodiges, une fabrique de nains juifs en col de dentelle et souliers vernis. Et il allait les dénicher dans les taudis de la Moldavanka, dans les cours malodorants du vieux marché. Zagorski leur imprimait une première orientation, après quoi les enfants se rendaient chez le professeur Auer à Pétersbourg. Dans le cœur de ces gringalets à têtes enflées et bleues vivait une puissante harmonie. Ils devenaient des virtuoses célèbres. Mon père décida que je les égalerais, bien que je dus juste dépasser l'âge des enfants prodiges, puisque j'étais dans ma 14e année. On pouvait cependant me faire passer pour un enfant de 8 ans, à cause de ma petite taille et de mon apparence chétive. Tous les espoirs de mon père reposaient là-dessus. On m'emmena chez Zagorski. Par égard pour mon grand-père, il accepta de prendre 1 rouble seulement par leçon, ce qui était fort peu. Mon grand-père, Lévi Itzrok, était la risée de la ville et son ornement. Il déambulait dans les rues en haut de forme et savate coûteuse et dissipait les doutes dans les affaires les plus obscures. On lui demandait ce qu'était un gobelin, pourquoi les Jacobins avaient trahi Robespierre, comment on fabrique la soie artificielle, ce que c'est qu'une césarienne. Mon grand-père savait répondre à toutes ces questions. Par égard pour son érudition et sa folie, Zagorski nous prenait 1 rouble par leçon. Encore ne s'occupait-il de moi que par crainte de mon grand-père, car il n'y avait rien à tirer de moi. Les sons qui s'échappaient de mon violon ressemblaient à de la limaille de fer. J'en avais moi-même le cœur déchiré. Mais mon père ne voulait pas renoncer. À la maison, il n'était question que de Misha Elman, exempté du service militaire par le tsar en personne. Zimbalist, à en croire les renseignements obtenus par mon père, avait été présenté au roi d'Angleterre et avait joué au palais de Buckingham. Les parents de Gavrilovitch avaient acheté 2 maisons à Pétersbourg. Ah, les enfants prodiges apportaient la fortune à leurs parents. Mon père se fut résigné à la pauvreté, mais la gloire, il la lui fallait. Il est impossible, lui insinuaient les gens qui dînaient à ses frais, il est impossible que le petit-fils d'un tel grand-père... Mais moi, j'avais autre chose en tête. Quand je jouais mes exercices, je posais sur le pupitre des livres de Tourgueniev ou de Dumas, et tout en raclant mon violon, je dévorais page après page. Dans la journée, je racontais des contes à dormir debout aux gamins du voisinage. La nuit, je les reportais sur le papier. Écrire était une occupation héréditaire dans notre famille. Chargé de mon étui à violon et de mes cahiers de musique, je me traînais 3 fois par semaine jusqu'à chez Zagorski, dans la rue 8, anciennement rue de la Noblesse. Là, des fillettes juives enflammées d'une ardeur hystérique attendaient leur tour, assises le long des murs. Elles serraient contre leurs faibles genoux des violons plus volumineux que les futurs solistes de Buckingham Palace. La porte du sanctuaire s'ouvrait. Du cabinet de Zagorski sortaient en chancelant des enfants couverts de taches de rousseur, avec une grosse tête, un cou grêle comme la tige d'une fleur, et une rougeur épileptique sur les joues. La porte se refermait avec bruit, avalant le suivant de ses nains. De l'autre côté de la cloison, le professeur, avec son nœud papillon, ses boucles rousses et ses jambes fluettes, s'égosillait à chanter et à battre la mesure. Administrateur de cette monstrueuse loterie, il peuplait la Moldavanka et les noirs cul-de-sac du vieux marché
des fantômes du pizzicato et de la cantilène. Le vieux professeur Hauer donnait ensuite à ses accents laborieux un brillant diabolique. Ah, je n'avais que faire dans cette secte, bien que je fusse un nain comme eux. Je discernais dans la voix de mes ancêtres une suggestion d'un autre genre. Le premier pas me donna beaucoup de mal. Je sortis un jour de chez moi, chargé comme un baudet de mon violon dans son étui, de mes cahiers de musique, et de 12 roubles, le paiement d'un mois de leçons. Je suivais la rue Niégine. J'aurais dû tourner dans la rue de la Noblesse pour arriver chez Zakourski. Au lieu de cela, je montais la rue Tiraspol et me retrouvais au port. Les 3 heures dont je disposais s'envolèrent dans la partie du port où les bateaux se rendent après la quarantaine. Ainsi commença ma libération. L'antichambre de Zakourski ne me revit plus jamais. Des affaires plus importantes occupèrent toutes mes pensées. En compagnie de mon camarade d'école, Nemanov, je pris l'habitude d'aller voir sur le cargo Kessington un vieux matelot qui s'appelait Mr. Trottyburn. Nemanov avait 1 an de moins que moi. Depuis l'âge de 8 ans, il se livrait au trafic le plus compliqué qui soit. Il était un génie du commerce et il a tenu par la suite toutes ses promesses. À l'heure actuelle, il est millionnaire à New York, directeur de la General Motors Company, une compagnie aussi puissante que Ford. Nemanov m'emmenait avec lui parce que je lui obéissais en silence. Il achetait à Mr. Trottyburn des pipes de contrebande. Ces pipes étaient tournées à Lincoln par le frère du vieux matelot. « Gentlemen, nous disait Mr. Trottyburn, c'est moi qui vous le dis. Et il faut faire ses enfants de ses propres mains. Fumer une pipe fabriquée industriellement, c'est comme se mettre un clister dans la bouche. Savez-vous qui était Benvenuto Cellini? C'était un maître artisan. Mon frère de Lincoln pourrait vous en raconter sur lui. Mon frère ne veut faire de tort à personne. Seulement, il est convaincu qu'il faut faire ses enfants de ses propres mains, et pas avec celles des autres. Nous ne pouvons que partager son opinion, gentlemen. » Nemanov vendait les pipes de Trottyburn aux banquiers, aux consuls étrangers, aux riches grecs. Il réalisait dessus des bénéfices de 100%. Les pipes de l'artisan de Lincoln respiraient la poésie. Chacune portait en elle une idée, une goutte d'éternité. Dans leur bout brillait un petit œil jaune. Leurs étuis étaient doublés de satin. J'ai essayé de me représenter la vie que menait dans la vieille Angleterre Matthew Trottyburn, le dernier artisan pipier qui s'opposait au cours des choses. Nous sommes obligés de convenir, gentlemen, qu'il faut faire ses enfants de ses propres mains. Les lourdes vagues près de la digue m'éloignaient toujours davantage de notre maison, avec son odeur d'oignon et de destinée juive. Du port, je déménageais vers l'autre côté du brise-lames. C'est là, sur un morceau de banc de sable, que les gamins de la rue du bord de mer avaient élu domicile. Sans culotte, du matin au soir, ils plongeaient sous les bachots, volaient pour leur déjeuner des noix de coco et attendaient l'heure où des barques chargées de pastèques arriveraient de Kherson ou de Kamenka, et où ils pourraient fendre ces pastèques contre les amarres. Savoir nager était devenu mon rêve. J'avais honte d'avouer à ces petits garçons allés qu'étant nés à Odessa, je n'avais même pas vu la mer avant d'avoir 10 ans, et qu'à l'âge de 14 ans, je ne savais toujours pas nager. Comme j'ai dû apprendre tardivement les choses qu'il faut savoir. Dans mon enfance, cloué à la Guémara, j'avais mené la vie d'un sage. C'est une fois devenu grand que je me mis à grimper aux arbres. Il s'avéra qu'apprendre à nager était au-dessus de mes possibilités. L'hydrophobie de tous mes ancêtres, rabbins espagnols et changeurs de Francfort, m'entraînait au fond. L'eau ne me portait pas. Balafré, gonflé d'eau salée, je retournais sur la rive vers mon violon et mes cahiers de musique. J'étais attaché aux instruments de mon délit et je les traînais partout avec moi. La lutte entre les rabbins et la mer dura jusqu'à ce que le dieu aquatique de ces lieux finit par me prendre en pitié. Il s'agissait d'Efim Nikititch Smolitch. Alors, un correcteur aux nouvelles d'Odessa. Le vieil homme avait suivi du coin de l'œil, sans rien dire, mon combat singulier avec les vagues. Voyant qu'il n'y avait pas d'espoir et que je n'arriverais pas à apprendre à nager, il me dit « Ne t'excite pas, fortifie tes nerfs, savoir nager viendra tout seul. Qu'est-ce que cela veut dire? L'eau ne te porte pas. Et pourquoi ne te porterait-elle pas ?» Voyant que tout mon être se tendait vers lui, Nikititch fit une exception pour moi seul de tous ses élèves. Il m'invita à venir chez lui dans un grenier vaste et propre, au sol jonché de nattes, me montra ses chiens, son hérisson, sa tortue,
et ses pigeons. En échange de ses richesses, je lui apportais une tragédie que j'avais écrite la veille. Je me doutais bien que tu te mêlais d'écrire, dit Nikititch. Tu as un regard à ça. C'est la seule chose qui compte pour toi, hein. Il lut mes récits, haussa une épaule, passa une main dans ses boucles grises et raides, arpenta le grenier. Il faut croire, prononça-t-il lentement, marquant un temps d'arrêt après chaque mot, il faut croire qu'il y a une étincelle divine en toi. Nous sortîmes dans la rue. Le vieillard s'arrêta, cogna avec force sa canne contre le trottoir et me regarda fixement. « Qu'est-ce qui te manque? La jeunesse n'est pas un mal, elle passera avec les années. Ce qui te manque, c'est le sentiment de la nature. » Il me montra avec sa canne un arbre au tronc rougeâtre avec une couronne basse. « Qu'est-ce que cet arbre? » Je ne savais pas. « Qui est-ce qui pousse sur ce buisson? » Je ne savais pas non plus. « Quel est l'oiseau qui chante? » J'étais incapable de répondre. Les noms des arbres et des oiseaux, leur division en espèces, vers où s'envolent les oiseaux, de quel côté se lève le soleil, à quel moment la rosée est la plus abondante, tout cela je l'ignorais. Et tu oses écrire. Un homme qui ne vit pas dans la nature comme il vit une pierre ou un animal n'écrira pas 2 lignes acceptables de toute sa vie. Tes paysages ressemblent à la description d'un décor. Que le diable m'emporte. À quoi ont-ils pensé tes parents pendant 14 ans? À quoi ils avaient pensé? Aux lettres de change protestées, aux hôtels particuliers de Misha Hellman. Je n'en parlais pas à Nikititch, je tins ma langue. À la maison, au déjeuner, je ne touchais pas à la nourriture, mais elle ne voulait pas passer. Le sentiment de la nature, me disais-je. Mon Dieu, pourquoi cela ne m'est-il pas venu à l'esprit? Où trouver une personne qui m'explique le chant des oiseaux et le nom des arbres? Que sais-je à leur sujet? Je pourrais reconnaître le lilas, à condition qu'il soit en fleurs. Le lilas et l'acacia, la rue de Ribas et la rue Grette sont bordées d'acacias. Pendant le dîner, mon père raconta une nouvelle histoire sur Yasha et Fetz, juste avant d'arriver chez Robina. Il avait rencontré Mendelssohn, l'oncle de Yasha. L'enfant gagne, paraît-il, 800 roubles chaque fois qu'il se produit en public. Comptez combien cela fait, à raison de 15 concerts par mois. Je fis le calcul. Cela donnait 12 000 roubles par mois. Pendant que je faisais la multiplication et retenais 4 mentalement, je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Vêtu d'un Macfarlane qui flottait doucement au vent, ses boucles rousses s'échappant du dessous de son chapeau mou, appuyé sur une canne de jonc, Monsieur Zakourski, mon professeur de musique, s'avançait à travers notre petit cours cimenté. On ne peut pas dire qu'il s'était aperçu trop tôt de mon absence. Plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où mon violon avait atterri sur le sable près du brise-lames. Zakourski approchait de la porte d'entrée. Je me précipitais vers la porte de derrière. La veille, on l'avait barricadé avec des planches, par crainte des voleurs. Je m'enfermais alors dans le cabinet des anses. Une demi-heure plus tard, toute la famille était rassemblée derrière ma porte. Les femmes pleuraient. Bobka frottait son épaule grasse contre la porte et sanglotait éperdument. Mon père restait silencieux. Puis il se mit à parler comme il ne l'avait encore jamais fait de sa vie, d'une voix sourde, en détachant chaque mot. « Je suis un officier, dit mon père. J'ai un domaine. Je vais à la chasse. Les paysans me payent un fermage. J'ai fait entrer mon fils dans le corps des cadets. Je n'ai pas de souci à me faire pour mon fils. » Il se tut. Les femmes reniflaient. Puis un terrible coup fut asséné à la porte du cabinet. Mon père se jetait contre elle de tout son poids. Il reculait pour mieux prendre son élan. « Je suis un officier, hurla-t-il. Je vais à la chasse. Je le tuerai. C'est la fin. » Le crochet sauta. La porte avait encore un verrou qui tenait par un seul clou. Les femmes se roulaient par terre. Elles se cramponnaient aux jambes de mon père, devenu fou. Il se débattait pour leur échapper. Alertée par le bruit, la vieille mère de mon père arriva à temps. « Mon enfant, lui dit-elle en yiddish, notre malheur est grand. Il n'a pas de limite. Il ne manquerait plus que du sang dans notre maison. Je ne veux pas voir de sang chez nous. » Mon père poussa un gémissement. J'entendis ses pas qui s'éloignaient. Le verrou pendait à son dernier clou. Je restai dans ma forteresse jusqu'à la nuit. Lorsque tous furent allés se coucher, tante Bobka m'emmena chez ma grand-mère. Nous avions un long chemin à parcourir. Le clair de lune était figé sur des buissons inconnus, sur des arbres sans nom. Un oiseau invisible émit un sifflement et s'éteignit. Peut-être s'était-il endormi. Quel était cet oiseau? Comment s'appelait-il? Y a-t-il de la rosée le soir? Où se trouve la constellation de la Grande Ourse? De quel côté se lève le soleil?
Nous suivions la rue de la Poste. Bobka me tenait solidement par la main pour que je ne me sauve pas. Elle avait raison, je songeais à fuir. Alors, un des signes, on le disait aussi tout à l'heure, les plus significatifs et tangibles de la vivacité, de la vitalité et de la richesse de la vie intellectuelle de la cité, c'est sans aucun doute la large propension au regroupement. Il y avait énormément de coteries à Odessa, de salons, de rassemblements de tout genre, des comités, des associations. La Literaturka, qui est l'abréviation familière du Club des Belles Lettres et des Arts, qui a été fondée à Odessa en 1897, est une association informelle dont les membres sont des intellectuels réputés sans aucune distinction de nationalité. Vladimir Jabotinsky, le futur dirigeant du mouvement sioniste révisionniste, en fait partie. En voici une évocation dans son ouvrage « Les Cinq ». Lors d'un samedi du club littéraire et artistique, tandis qu'après le concert, des serviteurs débarrassaient les chaises après les danses dans la salle de la vigne, Maroussia m'amena sa mère en la tirant par la manche et dit « Cette femme voudrait faire votre connaissance, mais elle n'ose pas. Anna Mikhailovna Milgrom. D'ailleurs, je dois aussi me présenter. Je suis sa fille, mais elle n'y est pour rien. » Anna Mikhailovna me tendit la main et Maroussia, qui lui avait ordonné doucement « Conduis-toi comme il faut », partit choisir son cavalier, comme si la règle selon laquelle on fait le contraire n'avait pas été ainsi instituée pour elle. La salle de la vigne était ainsi nommée parce que ses murs étaient décorés d'un entrelac de sarments et de grappes en relief. Le club occupait une villa entière. Je ne sais plus à qui elle appartenait, ni qui y vivait auparavant, mais c'était certainement de riches propriétaires. Elle était située dans le meilleur quartier de la ville, à la frontière de ces deux mondes, celui du haut et celui du port. Maintenant encore, les yeux clos, je peux ressusciter devant moi, malgré le voile qui déjà estompe les détails, cette grande place, monument de la noble architecture des maîtres venus d'outre-mer, dans le premier tiers du XIXe siècle, et témoignage de la douce élégance du style ancien, des premiers constructeurs de la ville, Richelieu, de Ribas, Vorontsov, et de toute la génération des pionniers, négociants et contrebandiers aux noms italiens et grecs. Juste en face de moi, le perron de la bibliothèque municipale. À gauche, avec en arrière-plan l'immense golfe, le péristyle de la Douma. Ces deux ouvrages n'auraient fait mauvaise figure ni à Corinthe ni à Pise. À droite, les premières maisons de la rue des Italiens, rebaptisée de mon temps déjà rue Pouchkine, qui avait écrit ici son Onegin. Derrière moi, en direction du club des Anglais et un peu plus loin, du côté de la façade gauche du théâtre municipal, tout avait été édifié à des époques différentes, mais toujours avec le même amour pour le génie étranger, latin et hellénique de la ville, au nom mystérieux, qui semblait tiré de la légende du royaume à l'est du soleil, à l'ouest de la lune. Ici, près de la villa de la Literaturka, elle ressemblait aussi, comme une sœur aux villas que j'avais vues à Sienne, commençait une des descentes à pic vers le port, d'où parvenaient dans les jours calmes des senteurs de goudron et l'écho des élévateurs. En ces temps soumis à la censure, la Literaturka était un havre de liberté pour la parole. Aucun d'entre nous, ses membres, ne comprenait pourquoi le pouvoir l'avait autorisée au lieu de la fermer. Certes, il n'y courait pas un vent de fronde. Nous étions tous bien dressés à ne pas laisser des mots comme autocratie et constitution s'introduire dans notre vocabulaire public. Mais à tout propos, qu'il s'agit de la plus petite administration locale ou de la cloche engloutie de Hauptmann, en tout grondait la révolte. La mélancolie tchékovienne était perçue comme une protestation contre le régime et la dynastie. Les gueux, inventés par Gorky, y compris Malva, comme le Tocsin, appelaient aux barricades. Aujourd'hui, je ne chercherai pas le pourquoi et le comment de ces choses, mais c'était ainsi. Il n'y avait pas encore de parti, à part les clandestins. Les marxistes légaux et les narodniki ne savaient toujours pas en quoi différer les uns des autres. Et avec les futurs cadets, ils se fondaient dans les espaces infinis du camp progressiste. Cependant, même dépourvus de programme, nous trouvions moyen de manifester une furieuse intolérance programmatique. Quelqu'un avait présenté un exposé sur Natson, montrant qu'il n'était pas un poète citoyen, mais un poète petit bourgeois, un Kifa Mokievitch en vers.
2 heures durant, les contradicteurs démolirent l'intervenant comme réactionnaire, et le président de séance, un grec, inspecteur d'assurance de son État, lui retira arbitrairement le droit du dernier mot pour se défendre. Et le pauvre resta ainsi couvert de honte pour l'éternité. Quant au corps du délit, je ne m'en souviens pas, et tant pis. Mais à l'époque, tout cela était terriblement important. La villa se situant au centre géographique de la ville, les jeudis de la Literaturca étaient le haut lieu de notre effervescence intellectuelle. À regarder tout cela 30 ans après, il me semble toutefois que la chose la plus curieuse alors, c'était la fraternisation tranquille de nos nationalités. Les 8 ou 10 tribus du vieil Odessa se rencontraient dans ce club. Et personne ne pensait à noter, même en son fort intérieur, qui était qui. 2 ans plus tard, cela avait changé, mais à l'aube du siècle, nous faisions bon ménage. C'est bizarre, à la maison, nous vivions tous, me semble-t-il, séparés les uns des autres. Les Polonais invitaient les Polonais, les Russes, les Juifs, les Juifs. Il y avait relativement peu d'exceptions. Seulement, nous n'avions pas encore réfléchi pourquoi c'était ainsi. Inconsciemment, nous pensions que cela était dû à une inadvertance passagère, mais que la bigarrure babylonienne de notre forum commun était le présage d'un lendemain radieux. Cet état d'esprit, conciliant en surface, mais menaçant au fond, a été sans doute exprimé excellemment par un de mes compagnons de bouteille, honnête et borné, ténor d'opéra, avec un nom de famille ukrainien. Lors d'un samedi du club, il avait passablement bu au dîner, et il vint me serrer dans ses bras pour me remercier d'un toast que j'avais porté à table. « Oh, aujourd'hui, vous m'avez remué les tripes, dit-il en m'embrassant 3 fois. Nous sommes maintenant copains comme cochons, des frères pour la vie. Dommage qu'il y ait encore des gens pour bavasser sur les croyances. L'un est russe, l'autre est juif, la belle différence. Du moment que nos âmes sont en communion, comme pour nous deux. Mais regardez X, c'est une autre affaire. Lui, il a une âme juive, une âme vile. » Cette propension au rassemblement est telle que certains écrivains vont jusqu'à transformer leur appartement en véritable salon littéraire. L'auteur israélien Amos Oz fait revivre ce phénomène dans son ouvrage « Une histoire d'amour et de ténèbres ». Grand-mère Shlomit, une dame distinguée, une maîtresse femme qui aimait les livres et comprenait la sensibilité de leurs auteurs, avait transformé leur maison d'Odessa en salon littéraire. Probablement le premier salon hébraïque du genre. Perspicace, grand-mère comprenait l'aigre combinaison de solitude et de désir de gloire, de timidité et d'arrogance, de doute profond et de suffisance égocentrique. Cet amalgame qui poussait les poètes et les écrivains hors de leur chambre pour se frotter les uns aux autres, s'assicoter, se regarder de haut, se toucher, poser une main sur l'épaule de l'autre ou l'enlacer, discuter et polémiquer avec force bourrade, s'espionner un peu, humer ce qui se mijotait dans les marmites des autres, flagorner, se chamailler, débattre, avoir raison, se formaliser, se justifier, se réconcilier, s'éviter pour mieux se retrouver. C'était une hôtesse au goût sûr, qui recevrait sans pompe, mais avec grâce et éclat. Elle offrait à chacun une oreille attentive, une épaule secourable, un regard curieux, ébloui et bienveillant, des recettes de poissons inventives, un bol de bouillon fumant, les nuits d'hiver, des gâteaux pavots qui fondaient dans la bouche et des torrents de thé brûlant que déversait le samovar. Grand-père de son côté servait les liqueurs d'une main experte, des chocolats ou des biscuits pour les dames, et pour les messieurs des papyrosis, des cigarettes russes fortes en goût. L'oncle Yosef, qui a 29 ans à peine, avait hérité de la rédaction du Hashiloach, la principale revue culturelle hébraïque moderne, léguée par Ahad Aham, Bialik en personne rédigeait la rubrique littéraire, régnait sans partage sur la littérature hébraïque d'Odessa, où il faisait la pluie et le beau temps. La tante Sipora l'escortait aux soirées chez son frère et sa belle-sœur. Non sans l'avoir soigneusement emmitouflé dans des écharpes de laine, des gros manteaux et des oreillettes doublées de duvet. Élégant, resplendissant, bombant le torse tel un buffle, et enflant la voix à l'image d'un gouverneur de district russe, Menahem Ussishkin grondait comme un samovar en ébullition. Un grand silence accueillait son entrée. Tous se figeaient de respect.
quelqu'un se précipitait pour lui céder sa place, et traversant la pièce au pas de charge, Ushishkin s'asseyait confortablement, ses longues jambes écartées, et frappait le sol par 2 fois de sa canne pour signifier que les conversations pouvaient reprendre. Le rabbin Tchernovitz, dont le nom de plume était jeune rabbin, faisait également partie des habitués. Et on reconnaissait aussi l'historien grassouillet qui faisait autrefois la cour à grand-mère Shlomit. Une honnête femme pouvait difficilement le fréquenter. Il était très très intelligent et intéressant, mais tu sais, son col était toujours maculé, des traces de taches dégoûtantes, ses manches étaient noires sur les bords, il y avait souvent des miettes dans les plis de son pantalon. Il était très schlumper et schumstig, débraillé et sale, toi. Et il y avait aussi des étudiants, des auditeurs libres, autodidactes et des élèves de yeshiva qui avaient mal tourné, dont quelques poètes mineurs ou des militants de second plan. Tous portant cravate et col dur, tous débordant d'idées et de points d'exclamation. Bialik se montrait de temps en temps à ces soirées, pâle de chagrin et tremblant de froid et de colère, ou inversement joyeux et amusant comme il savait l'être. Et quand il s'y mettait, on aurait dit un jeune garçon, un petit polisson, nullement inhibé. Il était même plutôt creux. Parfois, il plaisantait avec nous en yiddish, au point de faire rougir les dames. Bialik adorait boire et manger. Il aimait la bonne chair, il s'empiffrait de pain et de fromage, et, pour le dessert, il ingurgitait une poignée de biscuits et faisait passer le tout avec du thé brûlant et un petit verre de liqueur. Ensuite, il chantait les louanges de la langue hébraïque et la passion qu'il lui vouait. Tchernychovski surgissait dans le salon, excité mais embarrassé, agité et délicat, charmeur, émouvant par sa candeur enfantine, vulnérable comme un papillon, mais agressif aussi, et désagréable, en toute inconscience. À dire le vrai, il ne voulait offenser personne, il était si naïf. Une belle âme, innocent comme l'enfant qui vient de naître. Pas comme un bébé juif mélancolique, non, 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 comme un bébé goy, heureux de vivre, espiègle, et plein d'entrain. Quelquefois, on aurait dit vraiment un jeune taureau, un taurillon joyeux. Quand badant et folâtrant devant tout le monde, mais pas toujours. Parfois, il était si morne que les femmes auraient voulu le dorloter. Toutes, les vieilles, les jeunes, les libres, les mariées, les jolies, les pas jolies. Chacune avait le désir secret de le chouchouter. Il avait ce pouvoir, et il n'en était pas conscient. Nu l'aurait-il été que cela n'aurait jamais marché. Tchernychovski se remontait avec un petit verre de vodka, peut-être même 2. Après quoi, il se mettait à déclamer des poèmes jubilatoires ou débordants de tristesse. Et toute l'assistante tombait sous le charme. Son aisance, sa tignasse bouclée, sa moustache anarchique, les jeunes filles qui l'escortaient, lesquelles n'étaient pas particulièrement intelligentes, ni même forcément juives, mais si belles qu'elles réjouissaient la vue, suscitaient les médisances et faisaient des envieux. En tant que femme, et les femmes ne se trompent jamais sur ces choses-là, je t'affirme que Bialik le regardait comme ça. Et pour les figoys qui l'accompagnaient, il aurait donné une année de sa vie pour prendre la place de Tchernychovski pendant un mois. On parlait de la Renaissance et de ses limites, de la langue et de la littérature hébraïque, du rapport entre l'héritage culturel juif et celui des nations, du Bund et du camp des yiddishistes. Lorsqu'il était d'humeur belliqueuse, mon grand-oncle Yosef surnommait le yiddish le jargon. Et une fois calmé, il disait le judéo-allemand. Les nouvelles implantations de Judée et de Galilée, des épreuves passées des Juifs de Kherson ou de Kharkov, de Knut-Hamsun et de Maupassant, des grandes puissances du socialisme, du féminisme et de la question agraire. À Varsovie, I.L. Peretz avait déclaré à mon grand-oncle Yosef qu'il était très éloigné du socialisme politique. Penses-tu que je sois naïf au point de croire que le socialisme pourrait résoudre tous les problèmes du monde? Prends la question des vieilles filles, par exemple. Certains socialistes jugent que le problème est d'ordre économique. Si tout le monde mangeait à sa faim, chaque fille trouverait un fiancé. Et ils ne voient pas qu'il s'agit d'une souffrance que le socialisme ne peut pas soulager. Je vais t'expliquer par une parabole la différence qui existe entre toi et moi, avait dit un jour mon grand-oncle, Yosef à Bialik. Si aujourd'hui, un nouvel empereur Adrien promulguait un décret ordonnant de détruire la Bible ou le Talmud, toi Bialik, tu te désolerais de la perte de la Bible et privilégierais le Talmud. Et moi, je choisirais la Bible. Après un temps de réflexion, Bialik, racontait mon grand-oncle Yosef,
C'était écrié, ah, tu as raison. Mais toutes ces discussions avec l'oncle Joseph se terminaient par la capitulation de son interlocuteur. À Odessa, grand-mère Shlomit savait arrondir les angles comme je l'avais vu faire à Jérusalem. Elle disait par exemple, pardonnez-moi, mais loin de s'annuler, vos deux arguments se complètent, au contraire. Prenez ce cauchemar sur les nouveaux décrets d'Adrien, par exemple. Finalement, vous vous assiérez côte à côte, comme deux frères, pour pleurer ensemble votre chère Bible et votre cher Talmud. Et vous vous lamenterez de concert sur ces horribles édits. Mais pas avant d'avoir goûté à ma compote. Un pareil délice ne doit pas être mêlé aux gémissements et aux larmes. À Odessa, la débauche de signes extérieurs de richesse n'est pas toujours du goût de tout le monde. En effet, Fischke, héros du roman de Mendel et Morer Sporim, Fischke Boete, que tout étonne, peine surtout à se familiariser avec les rues, les maisons et les us et coutumes odessites. Les premiers jours furent mortels. J'étais seul, étranger, ne sachant où diriger mes pas. Tout me paraissait nouveau et bizarre. Je ne trouvais pas là d'asile comme dans les autres villes juives, ni de maison à visiter. Chez nous, dans nos bourgades, il y a des maisons, ce qui s'appellent des maisons, basses, sans malice, avec des portes donnant sur la rue. La porte, vous la poussez et vous voilà en plein milieu de la maison. Inutile de faire des manières. Tout ce dont vous avez besoin est là, à portée de la main. Tout ce qu'il faut pour manger et tout ce qu'il faut pour dormir. Tu as besoin d'un peu d'eau? Bah tu l'as. Un seau pour les eaux sales? Bah le voilà. Lave-toi les mains et récite aussi longtemps que tu le voudras la bénédiction pour les besoins satisfaits. Voici le maître et la maîtresse de maison et les enfants. Tu n'as qu'à dire venez en aide au nom de Dieu à un pauvre homme et tendre la main. Tu obtiens l'aumône que tu veux. Tu embrasses la mezouza et tu passes ton chemin. Il est facile du dehors de reconnaître une maison juive. Le petit tas d'ordures, la rigole, les fenêtres, les murs, le toit, tout crie « Ici, c'est une maison juive !» Rien qu'à l'odeur, on voit bien qu'ici habite un juif. Mais là, à Odessa, les maisons sont ridiculement hautes. Il faut commencer par pénétrer dans une cour, puis grimper des étages et chercher une porte. Lorsque tu finis par en trouver une, elle est fermée à clé. Et il y a une espèce de clochette, de heurtoir, et plein de choses de ce genre. Tu te sens humilié. Tu vois que tu es pauvre, moins que rien, un homme sans visage. Un moment alors, tu restes abattu. Puis, prenant ton courage à deux mains, respectueusement, en tremblant, tu actionnes la clochette. Rien qu'un petit coup, comme si tu étais effrayé, même par ton geste, comme si tu avais proféré quelque insanité ou injuré quelqu'un. Et voilà que tu t'esquives aussitôt, et avant même que la porte ne s'ouvre. Si par hasard tu trouves parfois une autre voie d'entrée, c'est une cuisinière ou un domestique qui te tombe dessus. Ou encore tu t'aperçois que ce n'est pas un juif qui habite là. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville, t'étonnes-tu? Qu'est-ce que c'est que ces maisons? Où sont donc les mendiants et leurs besaces? J'eus au fait de me familiariser avec Odessa. Ces rues et ruelles, ces us et coutumes n'eurent bientôt plus de secret pour moi. Et je sus vite la manière sûre de me faire ouvrir les portes. Odessa est comme une tabatière à fermoir secret. Une fois que vous réussissez à faire jouer le ressort, que vous savez où appuyer pour qu'elle s'ouvre, vous pouvez alors y introduire les doigts et saisir la bonne prise de tabac. Je découvrais là tout un monde nouveau de maisons du genre de celles que je recherchais, tout comme chez nous à Gloubsk. Je rencontrais autant de mendiants que je pouvais le désirer, toutes sortes de bandes, avec ou sans besace. Et puis de ceux qu'on ne trouve qu'à Odessa, des Juifs de Jérusalem, des séfarades de Turquie ou de Perse, qui babillaient dans leur langue sacrée, des vieux, avec ou sans leurs femmes, qui prétendaient être sur la route d'Eretz Israël pour y mourir, mais qui pour le moment restaient là, à Odessa, faisaient encore des enfants et estimaient que tout le monde devait les nourrir. Tous les mendiants originaires de Gloubsk que je rencontrais ici n'avaient pas assez de mots pour vanter les mérites d'Odessa. L'un d'eux m'expliqua la différence entre un mendiant à Gloubsk et à Odessa. Chez nous, c'est accablé, soucieux que le mendiant mange son morceau de pain sec, alors qu'ici, il mange le même morceau de pain sec, mais au son de l'orgue de Barbarie. Car l'orgue de Barbarie joue un rôle important à Odessa. On en voit partout, dans la rue, dans les tavernes, au théâtre, et même, horreur, à la maison de prière. À Odessa, c'est la fête permanente. Ça joue, ça chante, ça siffle. Entre dans une taverne, tu verras toujours un ivrogne chanter « Jolie Mademoiselle Rousse ».
une de leurs chansons de prédilection. En face de lui, près d'une légère ébriété, des tailleurs juifs chantent des hymnes shabbatiques ou quelques morceaux de liturgie sur un joyeux air de marche. Comme je me promenais un jour dans la rue, je reçus un violent coup dans le dos. D'abord, je n'y pris pas garde, me disant que ce devait être quelqu'un qui, en courant, m'avait heurté involontairement. Mais j'en reçus aussi un autre, comme s'il m'en avait frappé avec un morceau de bois. Regardant autour de moi, j'aperçus Yontel, le fiancé du choléra de Glubsk, assis là, dans la rue, tenant dans chaque main un cube de bois, grâce à quoi il se mouvait. Il riait, tout heureux de me rencontrer, et m'adressa un signe de la main. Moi aussi, j'étais bien content. À Glubsk, nous nous entendions très bien tous les deux. À l'époque du choléra, j'avais assisté à son mariage au cimetière. « Alors, Fischke, dit-il en me tendant la main, te voilà toi aussi dans notre Odessa? Une bien belle ville, hein, mon Odessa ?» Et voyant que je faisais la grimace, que je n'avais pas l'air d'apprécier à sa juste valeur, il parut dépité, comme si j'avais gâché son plaisir et il avait offensé. « Ah, tu penses peut-être que ton Glubsk c'est une ville? Un ver dans une pomme pourrie croit lui aussi qu'il n'en est pas de plus savoureuse. Attends un peu, je vais te la montrer, mon Odessa. On verra bien après ce que tu diras. » Et Yontel me raconta la vie magnifique qu'il menait ici à Odessa. Tout le monde aimait à le regarder ramper sur son arrière-train. On le considérait dans les boutiques comme un hôte d'importance, et c'est très volontiers qu'on lui faisait l'aumône. Bref, pour lui, tout allait pour le mieux. Dès lors que je rencontrais Yontel, nous nous voyions souvent et errions ensemble à travers la ville. Lui sur son arrière-train, moi sur mes jambes malades. Il se mit en tête de me faire admirer son Odessa. Il me montra ses belles rues, ses belles maisons. Tout semblait lui appartenir et lui être d'un grand profit. Chaque fois qu'il me montrait quelque chose, il me regardait d'un air triomphant, souriait de contentement, comme si cette belle maison ou cette belle rue le valorisait à mes yeux. Il finissait par radoter. « Hein, Fischke, c'est une belle ville, hein, Odessa? Est-ce que tu as tout ça dans ton Glubsk ?» Écoute, Yontel, lui dis-je un jour qu'il m'assommait en me montrant de loin le boulevard où déambulaient de nombreux badauds, et duquel, manquant de courage, il hésitait à s'approcher. « Que veux-tu que je te dise? Bien entendu, Odessa est une belle ville, mais quel dommage qu'il n'y ait pas là d'hommes dignes de ce nom. Dis-moi, je t'en prie, peut-on appeler les gens d'ici des hommes? Sont-ils vêtus? Vivent-ils comme des hommes? Regarde un peu ce qui se passe sur ce boulevard. Regarde ces hommes qui tiennent ces femmes par la main. Quelle honte! Des juifs sans barbe, des femmes en cheveux qui balayent la rue derrière elles de leurs longues robes. Et devant, chez décolletés, qu'on voit leur poitrine. Ah, pouah, c'est dégoûtant. Si l'on pouvait amener ici nos juifs de Glubsk, alors oui, Odessa serait une vraie ville, avec un vrai visage, une authentique ville juive. Les choses seraient comme elles devraient être. Yontel garda le silence, ne trouvant rien à répondre. En chemin, nous croisâmes deux hommes à l'air convenable, des juifs à la mode actuelle, qui se dirigeaient vers nous. Yontel tendit la main, l'un d'eux s'arrêta pour lui adresser quelques mots et lui donna un peu d'argent. « Tu vois, Fischke, me dit Yontel, avec fierté, les yeux brillants de plaisir, le vieux qui m'a fait l'aumône, c'est le plus ancien maître d'école de notre Talmud Torah. C'est un de mes amis, tu comprends? Il a belle allure, non? C'est à mes ennemis, moi, que je souhaite d'avoir cette allure, dis-je en crachant. Rien qu'à voir ce beau maître d'école, j'imagine le genre de Talmud Torah que vous devez avoir ici. Mais ton maître francisé, de quoi aurait-il l'air à réciter les psaumes, à faire le kidouche, à faire l'éloge du défunt à ses obsèques, le visage rasé? Tu te trompes grossièrement, Fischke, m'interrompit Yontel. Mon ami maître d'école ne fait jamais ces choses-là, et même il ignore tout à leur sujet. Comment ça, il ne fait pas ces choses-là? Demandai-je surpris. Comment est-il possible qu'un maître d'école du Talmud Torah n'accomplisse pas ces choses, ne fasse pas la bénédiction, n'enterre pas les gens, Chut, 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 chut. Fischke, m'interrompit-il à nouveau. Il enterre les gens, mais d'une toute autre manière. Ne t'en fais pas, les gens sont quand même contents. Ah, pouah, m'écriai-je en bouchant les oreilles pour ne pas en entendre davantage. Mais Yontel revint à la charge. Et tu sais qui est l'autre? Celui qui accompagnait le maître? C'est un homme très bien, très actif dans les affaires communautaires, tout comme là-bas à Glubsk, Aaron Yossi Stilpfeifer. Quoi? M'écriai-je hors de moi, faisant se retourner les passants. Tu oses comparer un tel individu avec notre Aaron Yossi? Demande au moins pardon pour cette offense. Reb Aaron Yossi est un homme qui porte la barbe et des papillotes. Sa Yiddish Kraït illumine toute sa personne. L'argent qu'il manie est de l'argent propre, celui des œuvres, celui de toutes les confréries. On lui fait confiance sans parole, et nul ne songe seulement à exiger un reçu.
quand on lui confie de l'argent, il a conscience de sa responsabilité et de l'usage qu'il doit en faire. Ton personnage là, en quoi peut-on lui faire confiance? Ça a Edichkeit, c'est Papillote qui l'a coupé? Sa seule parole, argua Yontel, avec ou sans Papillote, quelle est la différence? Bah, Fige, qu'est-ce que tu entends me prouver? Soit on peut ajouter foi à sa parole, mais comment peut-on laisser un tel individu tenir le rôle de Sandek lors d'une circoncision? Oh, ce serait du beau travail, une plaisanterie. On dit qu'on peut voir les flammes de l'enfer d'Odessa à 40 verstes à la ronde. Il n'y a pas de quoi s'étonner, ça doit être vrai. Pourtant, rétorqua Yontel, je suis quant à moi bien plus heureux ici en enfer que dans ton paradis de Gloops. Yontel était devenu à mes yeux quelqu'un de tout différent. Odessa l'avait corrompu, et nous nous disputions souvent. Ce que je jugeais bon, il le jugeait mauvais, ce qu'il appréciait me répugnait. Aussi, nous ne parvenions pas à tomber d'accord au sujet de la grande synagogue du chantre et du rabbin. Vous parlez d'un chantre? Il l'officier vêtu d'une sorte de soutane et chantait aidé par un chœur. Lui-même, en vérité, ne faisait pas grand-chose. Vous ne l'auriez jamais vu introduire son doigt dans la gorge, une main posée sur sa joue, comme le fait notre chantre à nous, Reb Jérémique Cogniter, qui, pour pousser un trémolo, se tenait le menton, qui repassait ensuite sur la corde grave, qui rugissait, qui lançait la prière du haut en bas de la gamme, qui se pâmait en implorant avec combien de douceur le maître du monde. « Oi, Tateño, mon père, oh, que je suis malheureux !» qui mettait toute son âme dans ses prières, qui se couvrait de sueur. Mais le chantre d'ici, est-ce ainsi qu'il travaillait? Mon Dieu, non, il ne faisait pratiquement rien. S'il lui arrivait de prononcer une note, le cœur alors s'en emparait, voulait aller sur un plat, le faisait monter et descendre, mêler tout avec tout. Voilà ce qu'ici on appelait un office. Ah, laissez-moi rire. Et quoi d'autre encore? Le Shabbat, par exemple. Ils tenaient la Torah dans leurs bras et dansaient avec, tout autour de la synagogue, comme si c'était Simchat Torah. Et vous vous demandiez à bon droit, mais où est donc le rabbin? Comment un rabbin peut-il admettre de telles choses? Mais moi, ce qui me chagrinait le plus, c'était de voir que le rabbin lui-même menait la danse, dans son espèce de soutane et la barbe taillée, horreur, et Yontel qui avait l'air de trouver ça tout à fait normal. Mon Dieu, m'écriai-je, que t'est-il arrivé, Yontel? As-tu perdu la raison? Comment as-tu pu t'égarer à ce point et sans vergogne? Que le diable emporte ton père! Il me considéra avec un sourire. Ah, comme tu es sot, ficheté, me dit-il. Tu ne sauras jamais apprécier ce qui est bon. Impossible de discuter avec un tel personnage. Je me rendis compte que la cause était perdue. Yontel était obstiné. Il n'y avait plus rien à faire, et je décidai de ne plus l'entreprendre sur ces questions. Les gens à Odessa pouvaient bien marcher sur la tête, cela ne me regardait plus. Écoute, dis-je un jour à Yontel, je ne veux plus discuter avec toi d'Odessa et de ses mœurs. Tu es têtu comme une mule et je n'arriverai à rien avec toi. Parlons plutôt de choses essentielles. Je ne sais que faire de moi-même, j'ai besoin d'un conseil. Je suis malade de devoir mendier chez les gens. Il y a aujourd'hui assez de mendiants comme ça qui s'abattent comme des sauterelles et finiront par inonder la terre entière. Les gens protestent, ils n'en peuvent plus. Je ferais mieux de trouver un autre travail. Conseille-moi, je te prie, qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire? Ouvrir un bureau ou tenir une boutique n'entrerait pas dans tes cordes, à mon avis. Sinon, quoi d'autre? Je ne sais pas. Ah, ne plaisante pas, Yontel, parle sérieusement. Les Juifs font des tas d'autres choses pour gagner leur vie, à part le bureau ou une boutique. Oh, bien sûr, dit Yontel, plein d'autres choses. Par exemple, recevoir la taxe sur la viande cachère, être trésorier d'une société de bienfaisance, collecter des fonds pour le Talmud Torah, s'occuper des affaires de la cité avec les notables, être factotum. Tout ça constitue d'excellents gagne-pains. Mais pas pour toi. Il faudrait plutôt voir du côté des activités juives du genre mineur. Tu pourrais par exemple faire dans la vente des vieux vêtements. De nombreux juifs s'en sortent plutôt bien. Ah non, expliquai-je, les vieux vêtements, il faut les acheter et les ravauder. Et il faut de l'argent et aussi un minimum de savoir-faire. Oh, tout ça me semble bien difficile. Si c'était des fripes de Gloops, ce serait un moindre mal. Qu'elles soient un peu déchirées ou rapiécées, ça ne compte pas. Mais ici, les gens d'Odessa, ça les ferait fuir d'effroi. Les fripes d'Odessa sont comme empreintes de belles manières et appellent le respect. J'aurais quant à moi seulement peur d'y toucher. Ah bah si tu crains les fripes d'Odessa, me dit Yontel, occupe-toi alors d'oignons, d'ail, de citrons et d'oranges avariées. Enfin, ces sortes de choses. Mais sache qu'ici, la meilleure façon de s'en tirer,
c'est de s'atteler à une charrette à bras et d'aller à travers les rues en chantant à tue-tête ta marchandise. Ah, oui, ça, je saurais très bien le faire. Je suis même un orfèvre en la matière. Je n'aurais pas la force de traîner une charrette à bras, attelée comme un cheval. D'autre part, toujours la même histoire, l'argent. Où vais-je trouver l'argent pour mettre les choses en route? Écoute, Finchke, répondit Yontel, l'air grave. Des boulots, sans effort et sans apport initial, il n'y a que les premiers dont je t'ai parlé que je connaisse. Je n'en connais pas d'autres. Si toi tu en connais, ben dis-le. Ce que je préférerais, dis-je, ce serait de travailler dans une maison de bain. À Gloupst, dans la maison de bain, je donnais toute satisfaction. Sans mon mariage désastreux, je serais devenu quelqu'un à l'heure qu'il est. Je serais parvenu au sommet. Si tu jouis d'un tant soit peu de relations à Odessa, rends-moi ce service, mon petit Yontel. Aide-moi à me faire accepter ici dans un établissement de bain. Sois un frère, Yontel, et montre-moi ce dont tu es capable ici. Je ne te réponds rien pour le moment, dit Yontel avec un petit sourire. D'abord va voir, je te prie, de tes propres yeux les bains d'ici. Nous en reparlerons ensuite. Je fis comme il a dit. Je suis allé visiter une maison de bain, et puis une seconde. Comme ils me parurent bizarres. A-t-on jamais vu des bains aussi clairs, aussi propres que des appartements, avec des bancs aussi solides, et que personne ne s'avise de vouloir profiter du bain pour nettoyer ses vêtements à la vapeur? On n'y voyait même pas pendre une chemise. C'était incroyable. Je ne pouvais pas travailler dans un tel établissement. Ce n'était pas pour moi. Cela n'avait pas le cachet sympathique de nos bains de Gloupst. Là-bas, c'était bien différent. Ça vous avait une allure. On discutait, allongé sur les bancs, on commentait les affaires du monde, on se racontait des histoires. C'était un régal, je vous jure. J'ai eu beau visiter d'autres établissements, je ne trouvais rien qui valût Gloupst, dont l'odeur approcha celle de nos bains. Quant à leur bain rituel, encore une belle plaisanterie. L'eau d'une autre avait une toute autre saveur, une toute autre couleur, une toute autre épaisseur. Cela se voyait de suite que c'était une eau juive. Mais ici, à Odessa, l'eau du bain rituel était limpide. C'était de l'eau toute simple, aussi ordinaire que celle qu'on boit. Alors Finchke, me demanda Yontel avec un petit sourire à mon retour. Tu as visité une ou deux maisons de bain d'ici? Bah, fige, ce n'est même pas la peine d'en parler. Tout ici est sans dessus-dessous. C'est le monde à l'envers. Ton Odessa n'est pas pour moi. En croire Menachem Mendel le rêveur, le héros de l'écrivain yiddish sur les Malerem, un des piliers littéraires aussi les plus solides de la ville, considéré comme enfant du pays, alors qu'il ne séjourne que 3 ans, Odessa ne manque de rien. On y trouve tout, et chacun peut puiser dans la manne des sites selon ses besoins, à condition d'avoir les fonds nécessaires. Lui-même quitte provisoirement son shtetl natal, miséreux, pour y séjourner dans l'espoir naïf de faire fortune. Menahem Mendel d'Odessa à son épouse Sheine Shendel à Kislevke. À ma chère, vertueuse et sage épouse, Sheine Shendel, puisse-t-elle vivre longtemps. Primo, je t'informe que je suis, grâce à Dieu, en bonne santé et plaise à Dieu que nous recevions l'un de l'autre toujours de bonnes, joyeuses, réconfortantes nouvelles. Amen. Secondo, sache qu'il m'est impossible de te décrire la ville d'Odessa, si grande, si belle, et les gens avec leur bon caractère, et les affaires d'or que l'on peut faire ici. Figure-toi que lorsque, canne en main, je m'en vais à Gretsk, c'est ainsi que s'appelle à Odessa la rue où les Juifs font des affaires, 20 000 affaires sont faites à moi. Si je veux du blé, j'ai du blé. Du son, j'ai du son. De la laine, j'en ai. J'ai aussi de la farine, du sel, des plumes, du raisin, des sacs, des harengs. En un mot, tout ce que la bouche peut articuler, tu le trouves ici, à Odessa. Au début, j'ai même flairé 2 ou 3 bonnes petites affaires, mais qui ne me disaient rien. Alors, j'ai longtemps cherché à Gretsk, et j'ai enfin trouvé quelque chose de solide. À savoir, je fais commerce de Londres, et je gagne pas mal. Une fois un billet de 25, une autre un billet de 50, parfois même un billet de 100. En un mot, Londres est une affaire dans laquelle on peut trouver son bonheur du jour au lendemain. Il n'y a pas longtemps, un kidam est apparu, un quelconque bedeau qui a gagné 30 000 en 2 temps 3 mouvements. Et maintenant, il se file du monde entier. Je te le dis, ma chère épouse, l'or traîne ici dans la rue. Dieu merci, je ne regrette pas d'être venu à Odessa. Tu pourrais évidemment me demander ce que je fais à Odessa, alors que je devais me rendre à Kishinev. Eh bien, Dieu a voulu que je gagne quelques bons roubles. Et écoute un peu comment Dieu guide l'homme. Lorsque je suis arrivé à Kishinev, chez l'oncle Ménaché, pour reprendre la dot, il me demanda pourquoi j'avais besoin de la dot. J'en ai vraisemblablement besoin, lui répondis-je, sinon je ne serais pas venu.
je ne serais pas venu. Il me dit alors qu'il n'avait pas d'espèce, mais qu'il pouvait me donner un billet à ordre sur Brodsky à Yeoupetz. Va pour Yeoupetz, lui dis-je, pourvu qu'il y ait de l'argent. Il me répondit qu'il ne savait pas s'il y avait maintenant de l'argent à Yeoupetz, mais qu'il pouvait me donner un billet à ordre sur Bachrach à Varsovie. Va pour Varsovie, dis-je, pourvu qu'il y ait de l'argent. As-tu besoin de Varsovie, me répondit-il. Varsovie est loin. Si tu veux, je peux te donner un billet à ordre sur Barabach à Odessa. Va pour Odessa, à condition qu'il y ait de l'argent. Alors, encore une fois, qu'as-tu besoin d'argent, me dit-il. J'en ai probablement besoin, dit. Si je n'en avais pas eu besoin, je ne serais pas venu. Bref, il ergote. Encore, mais cela sans plus d'effet qu'un cotère sur une jambe de bois. Moi, quand je dis argent, il me faut de l'argent. Alors, il me sort 2 traites de 500 roubles chacune à 5 mois et me donne un billet à ordre de 300 roubles au Barabach à Odessa. Et le reste en espèces pour, dit-il, subvenir à mes frais. Et étant donné que je n'ai pas le temps, je te décris tout cela brièvement. Si Dieu veut, je te raconterai tout plus longuement dans une autre lettre. Au revoir. Un bonjour à beau papa et à belle maman. Embrasse les chers enfants, puissent-ils vivre longtemps. De moi, ton époux, Menachem Begel. Post-scriptum. Lorsque j'arrivai chez Barabach avec le billet à ordre, on me dit que ce billet n'en était pas un. Qu'est-ce alors, demandai-je. C'est un billet sans couverture, me répondit-on. Il faut d'abord que le wagon de blé de votre oncle Ménaché arrive et que l'on vende le blé. Alors on vous donnera de l'argent. Une belle histoire, bien que brève. J'ai tout de suite envoyé une carte à Kishinev, disant que s'il n'envoyait pas le blé par retour, je lui enverrais une dépêche. Bref, lettre par-ci, lettre par-là, j'ai vécu une période très soucieuse. Ce n'est qu'hier que j'ai reçu de Kishinev 100 roubles en espèces et une traite de 200 roubles. Maintenant, tu comprends pourquoi je ne t'ai pas écrit tout ce temps-là. Je croyais que les 300 roubles étaient perdus. Vois-tu, il ne faut pas se faire de soucis. C'est Dieu qui mène le monde. J'ai placé toutes les espèces en Londres. J'ai ainsi acquis un lot de hausse et de baisse. Et grâce à Dieu, on dit qu'il y a déjà du bénéfice. Et pour finir, une des plus belles expressions de la nostalgie décidée par Vladimir Jabotinsky avec le dernier chapitre du livre Les 5. Je ne reverrai sans doute jamais Odessa. Dommage, je l'aime. La Russie me laissait indifférent dans ma jeunesse déjà. Je m'en souviens. Je sautais de joie quand je partais pour l'étranger et j'en revenais à contre-cœur. Mais Odessa, c'est autre chose. Dès que j'approchais de Radzelnaya, je jubilais. Aujourd'hui, je crois que mes mains trembleraient. Mon indifférence ne concerne pas seulement la Russie. Je ne suis attaché vraiment à aucun pays. Jadis, j'ai été amoureux de Rome et longtemps. Mais cela a passé aussi. Odessa, c'est autre chose. Ça n'a pas passé et ça ne passera pas. Si c'était possible, j'aimerais arriver non pas par le train, mais en bateau. L'été, bien sûr, et tôt le matin. Je me lèverai avant l'aube, quand le phare de Grande Fontaine n'est pas encore éteint. Sur le pont, seul avec moi-même, je regarderai le rivage. Il serait encore embrumé, mais vers cette heure, on apercevrait déjà les 2 couleurs, le jaune-rouge de l'argile et la grisaille de la végétation. J'essaierai de repérer par cœur les localités. Grande Fontaine, Moyenne, Arcadia, Petite, puis Langeron et le parc. Il me semble que de la mer on voit de loin la colonne noire d'Alexandre II. On l'a peut-être enlevée aujourd'hui, mais je parle du vieil Odessa. Ensuite, les détails du port commencent à se dessiner. Voici le breakwater et le brise-lames. Aucun des citadins ne connaissait la différence. Moi, si. La quarantaine, et derrière un morceau de l'estocade. Nous allons vers la quarantaine. Les moles à droite, plus modestes, sont destinés aux petits vapeurs locaux, et surtout aux bateaux à voile, aux barges et aux barcasses. Le môle Platonov, le môle Androsov, et un autre encore, dans mon enfance, on pourrait encore voir une forêt de cheminées et de mâts dans tous les bassins où, à l'époque, Odessa était reine. Plus tard, la forêt s'est éclaircie, beaucoup éclaircie. Mais je veux que ce soit comme dans mon enfance, une forêt, et partout des marins, des bateliers, des dockers, qui s'interpellent. En tendant l'oreille, on aurait aperçu le plus beau chant des hommes, sans langue. Vais-je me rappeler les édifices que l'on voyait tout en haut, quand on arrive de la mer? La Douma était blanche, de plein pied, d'une simplicité grecque. Récemment, à Richmond, en Amérique, après avoir vu le Capitole local, pauvre et provincial, qui présentait quelques ressemblances avec notre Douma, il m'a fallu 1 heure pour me remettre de mon émotion.
À droite, l'enfilade harmonieuse des palais le long du boulevard. Je ne sais plus si on les distingue depuis la mer à cause des érables du boulevard, mais on voit certainement sur la droite le dernier, le palais Vorontsov, au portique semi-circulaire, au-dessus du ravin inondé de verdure. Et l'escalier aussi large qu'une grande rue, 200 marches basses et princières. Il n'a pas son pareil au monde, dit-on. Et si ça n'était pas vrai, je n'irais pas voir l'autre. Au-dessus de l'escalier, le duc de Richelieu en pierre. Il a la main tendue, il montre du doigt les arrivants. On m'appelait Duplessis de Richelieu. Souviens-t'en, combien de peuples des 4 coins de l'Europe se sont rassemblés pour bâtir ici une seule ville. On dit que le simple nom d'Odessa fait rire les gens. Je ne trouve pas ça vraiment offensant. Évidemment, je ne vais pas épancher devant eux toute ma nostalgie, mais je ne leur reproche pas que ma patrie les fasse rire. La ville a peut-être été drôle pour de bon, d'autant plus drôle qu'elle-même aimait tant à rire. 10 tribus se côtoyant, et toutes plus pittoresques, plus curieuses les unes que les autres. Elles commencèrent par rire les unes des autres, puis elles apprirent à rire aussi d'elles-mêmes, et de tout au monde, même de ce qui faisait mal, et même de ce qui leur était cher. Peu à peu, leurs coutumes se sont frottées mutuellement. Elles ont perdu l'habitude de prendre trop au sérieux leurs propres hôtels. Peu à peu, elles ont pénétré un secret essentiel de ce monde. Ce qui est sacré pour toi ne vaut rien chez ton voisin. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit voleur ou vagabond. Peut-être a-t-il raison, peut-être pas. Ça ne mérite pas que l'on s'entretue. Les gens drôles gèrent dans les rues de ma ville, et à chaque coin je les rencontre de nouveau. Je suis d'abord tombé sur le lourdeau, aux oreilles pendantes et aux yeux écarquillés. Je ne me souviens plus de son visage. 100 fois déjà j'ai juré que je ne me souvenais pas de lui, mais quels autres yeux pouvait-il avoir que ceux qui, toute la vie, ont guetté ou commencé le miracle et ont vu en tout un miracle. Avant de mourir, un Anglais a écrit une phrase profonde. « Seigneur, je suis un vieil homme. J'ai fait le tour de la terre et n'y ai trouvé rien d'ordinaire. Tout est miracle. Chaque grain de poussière est un miracle. » Et Marco le savait. Voilà pourquoi ses yeux devaient être éternellement écarquillés. Et comment devaient-elles être, sinon grandes ouvertes, les oreilles de cet être, pour qu'il puisse toute sa vie écouter si quelqu'un l'appelle, peu importe qui, la Géorgie ou la Russie, du fleuve ou du quai, une personne qui se noie dans une trouée entre les glaces, ou parce qu'elle était ivre-morte. On appelle, ça suffit, il faut y aller. Au coin de rue suivant, un brave étudiant, en haut bonnet de fourrure, ivre, règle la circulation. Pourquoi fait-il ça ? Comme ça, une lubie, aucun agent de police ne s'étant trouvé au carrefour et une masse de fiacres affluait de tous côtés. Imaginons sa vie se déroulant dans des circonstances légèrement différentes. Une tribu africaine vient de perdre son roitelet noir, ou à Odessa même, 70 ans auparavant, un gang de contrebandiers, ou en Lituanie, un groupe clandestin n'a plus de chef. Notre étudiant peut, là aussi, de but en blanc, s'emparer du pouvoir pour une minute, ou même pour toujours. Car celui qui est né prince héritier a parfois du mal à s'arracher de sa pourpre royale, même si elle pèse lourdement. Ah, naître prince héritier. On sait depuis longtemps ce que cela veut dire. C'est un enfant que la fée a embrassé dans son berceau. Le jour de la naissance de Serioja, il y eut un sacré remue-ménage au château des fées. Elles furent appelées à faire leur travail, toutes, sans exception. Toutes les bonnes fées, seulement les bonnes. Aucune méchante sorcière n'a pu approcher Serioja. Chaque fée apporta un don qui aurait suffi pour vivre au meilleur des chevaliers. Un chevalier de l'esprit ou du corps. Seulement les fées étaient trop nombreuses. Au troisième coin de rue, m'ignorant, m'évitant d'un air dégoûté, une froide beauté passa aux yeux bleus, vêtue en courtisane riche et raffinée. Et je sais que sous son velours, elle portait un cilice rugueux et aussi une ceinture de fils de fer barbelés. Si vous l'égratignez et que vous voulez goûter une perle de son sang, vous aurez la langue brûlée à l'acide sulfurique. Le tempérament passionné de la race la plus indomptable se trouve tout entier concentré dans ce sang. Chaque fibre de son esprit est en métal. Dieu sait quel est ce métal et dans quel tréfonds reposent ses gisements, mais il est du meilleur aloi. Je l'ai vue pour la dernière fois au restaurant Vienna, mais en réalité, elle vit en ascète dans un ermitage, se mortifiant pour la gloire d'un Christ que même les Clistis n'avaient pas imaginé, le Christ de la haine. Chaque psaume commence par « Je maudis »
et il faut prier en serrant les dents. Quant à Toric, je ne le rencontrai à aucun coin de rue. Et il n'est pas des nôtres, me dit Maroussia. Maroussia, je ne la rencontrai pas dans la rue. Nous étions convenus de nous retrouver chez moi, en Lucanie. Au-dessus de la Lucanie, il y aura de nouveau le croissant de la lune, l'odeur des fleurs flétrissantes et les flonflons expirant de mélodies vieillottes depuis longtemps. Tout sera de nouveau comme naguère dans notre nuit virginale. Il faudra seulement parler en pensée, sans mots. Je penserai au merveilleux mot de caresse. Tout ce qui est beau au monde est caresse. La lueur de la lune, le clapotis des vagues et le bruissement des branches, le parfum des fleurs ou la musique, tout est caresse. Et Dieu, si on peut l'atteindre, le secouer, le réveiller, l'accabler des pires outrages pour tout ce qu'il a commis et ensuite faire la paix avec lui et serrer son visage contre ses genoux, il aussi caresse. Je crois. Mais la meilleure des caresses, la plus radieuse, c'est la femme. Cette ville était drôle, mais le rire est aussi une caresse. Ceci dit, il est vraisemblable que cette Odessa n'existe plus depuis longtemps. Et je n'ai donc plus à regretter de ne pas y aller. D'ailleurs, mon récit est fini.